Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au 18e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Marc Tessier, qui nous raconte son passage à la dernière édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, où fut présentée une exposition consacrée à la présidente d'honneur, nulle autre que la Québécoise Julie Doucet, ainsi qu'à Marseille, où s'est tenue une exposition en mémoire d'Henriette Valium. Marc Tessier, salut. Salut. Alors, deuxième passage, déjà, au balado Entre deux cases. C'est juste le deuxième. C'est juste le deuxième. Oui, pour l'instant, il y en aura sûrement d'autres. Mais je tenais à te réinviter rapidement, Marc, parce qu'au niveau de l'actualité, tu es intimement lié à tout ce qui s'est passé autour d'Henriette Valium et notamment de Julie Doucet au niveau de sa présidence à Angoulême et de son exposition. Donc, en fait, si je te reçois aujourd'hui, c'est pour parler de ton rapport à ces deux géants de la bande dessinée québécoise, parce que tu as été témoin, tu as été un témoin privilégié, et tu as même été en quelque sorte notre unique lien entre les événements en Europe ou encore plus récemment au TICAF avec le Doug Wright Award. Oui, voilà. Alors, merci beaucoup de te prêter au jeu. Et je vais débuter cette entrevue en te posant une vilaine question. Tu me pardonneras à l'avance. Vas-y, sors ton épée. Toi-même étant un artiste, toi-même étant un éditeur, enseignant, dans ta pratique, tu es beaucoup tourné vers les autres. Ce qui, d'abord, en soi, est quand même étonnant, parce que le travail d'un artiste, c'est d'abord d'être centré sur lui-même en création. Oui. OK, mais une petite parenthèse. Oublie pas que comme j'ai étudié en cinéma, moi, j'ai tout le temps vu ça comme, tu sais, quand tu es un réalisateur de film, tu diriges une équipe. Il y a une équipe autour de toi qui t'aide à faire le meilleur film possible. Oui. Puis moi, on dirait que j'ai amené ça dans la bande dessinée, l'espèce d'affaire d'avoir une équipe, tu sais, autour de toi, puis on travaille dans un but commun. Fait que c'est plus dans ce genre-là. Moi, je te vois vraiment comme un fédérateur, puis c'est clair que dans une démarche d'un artiste, c'est quelque chose d'assez inusité. Généralement, on va voir des gens au niveau du journalisme, au niveau des historiennes, des historiens, avoir cette démarche-là, alors que là, toi, comme artiste, tu as cette démarche-là. Question suivante, Marc. Est-ce que le fait de faire la promotion d'Henriette Valium, de faire la promotion de son œuvre et de celle de Julie Doucet, donc des gens que tu as connus intimement, est-ce que ça te place dans une position... comment je pourrais dire? Est-ce que tu as l'impression ou est-ce que tu as une crainte qu'on t'accuse de leur porter un... comment je pourrais dire? De leur vouer un culte? Je sais pas. Non, je penserais pas. J'ai tellement de choses à faire. Puis je pense que c'est un devoir d'un mémoire. On en parle souvent de ça, de garder actif que des gens ont fait des choses extraordinaires. Puis rappeler ça aux gens pour pas qu'on oublie, parce que il me semble qu'il faut construire sur tout ce que Valium puis Julie Doucet ont créé, ont montré, ont découvert, ont proposé. Fait que si on peut construire là-dessus, on évolue. Si on ne sert pas de ça, puis on les tasse dans l'obscurité, la bande dessinée, c'est voué au commerce, puis elle va s'autodétruire. Ça prendra pas de temps, là. Et dans l'histoire de la bande dessinée québécoise, Dieu sait qu'on en a échappé des balles à ce niveau-là. Puis tu sais, l'histoire de la bande dessinée québécoise, là, plus qu'on en parle, plus qu'on la fouille, plus qu'on va voir qu'on a un patrimoine enrichissant beaucoup plus large que ce qu'on croit en ce moment, juste avec le printemps de la bande dessinée québécoise. Fait qu'il y a des choses à creuser, parce que moi, j'ai déjà dit, pour beaucoup de gens, on dirait que ça commence aux années 2000, avec la pastèque, Mécanique Générale, Jimmy Beaulieu, Fred puis Martin. Ben non, ça a commencé avant ça, ça a commencé... Bien avant.
ça. C'est tout un cycle d'histoire. Tu as le printemps de la BD, tu as Croc, tu as Godbout, Fournier, tu as tous ces gens-là qui ont créé des affaires, puis il y en a plein. Puis après ça, tu as les années 90, la révolution des photocopieuses. Tu sais, toute notre gang qui arrive, puis nous autres, on est entre les arts puis la bande dessinée qu'on veut proposer quelque chose. Fait qu'il y a tout un cheminement super intéressant à fouiller. Puis je pense que plus que d'universitaires qui fouillent là-dedans, de journalistes qui en parlent, plus que je pense que ça va créer quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus varié, puis peut-être ouvrir les gens à essayer des choses qu'ils n'essayent pas habituellement. T'sais. Puis je pense encore là à Valium et à Julie, qui sont des artistes incroyables. Puis quand je dis artistes, je dis pas des auteurs de bande dessinée, des artistes qui ont une pratique multidisciplinaire dont la bande dessinée fait partie de leur moyen d'expression. Dans les deux cas, dans le cas de Julie, que j'ai interviewé d'ailleurs pour le balado il y a quelques épisodes de ça, et dans le cas de Valium, non seulement c'est ça, c'est que leur pratique, elle est multiple, mais pour un lecteur ou une lectrice qui ne connaît pas beaucoup le médium de la bande dessinée, quand on tombe dans un album de Julie Doucet ou d'Henriette Valium, on sent qu'on a besoin de clés. Il y a quelque chose souvent, les gens ont peur de ces corpus-là ou savent pas trop, ou peut-être des fois aussi, il y a des gens qui accrochent à l'aspect graphique, autant chez Valium que chez Julie Doucet. Okay. Mais pourquoi ça? Évidemment. C'est-tu parce qu'on baigne, c'est presque un lavage de cerveau franco-belge depuis notre enfance, tu sais? Mais pourtant, c'est intéressant, parce que tu parles de franco-belge. Pourtant, tant chez Valium que chez Julie Doucet, les bases de leur éducation de lectrice et lecteur, c'est la bande dessinée franco-belge. Oui, ben comme moi aussi d'ailleurs. Comme moi aussi. Dans le fond, c'est ça un petit peu qui est intéressant au Québec. On a baigné là-dedans depuis plusieurs générations, là. Puis ça nous a affecté, tu sais, je veux dire, Franquin, ça nous a affecté, les Schtroumpfs, ça nous a affecté, Lucky Luke, tu sais, Goscinny, tout ça, nous autres aussi, on peut se dire que ça a eu un impact sur nous autres quand on était jeunes, puis ça nous a formés. Fait qu'on n'est pas juste, c'est pas juste les Français là-bas qui ont la vérité, là. On pourrait dire que les Québécois aussi, ils ont la vérité. Oups, on a un petit... Oh. Quelle force, chez. Alors, on a... Comment il s'appelle ton Marley. Ah, OK. Alors, on a Marley ici qui tenait à témoigner aussi de son amour de ces deux grands géants que sont Julie Doucet et Henriette Valium. D'ailleurs, Marc, pour le bénéfice des auditeurs-auditrices, j'aimerais que tu nous... te contextualises un petit peu, là, Valium et Julie Doucet, mais j'aimerais vraiment que tu nous les présentes. Okay, tu veux dire contextualiser c'est-à-dire que, bon, Valium, on dit que c'est le pape de l'underground. OK. Donc, Valium qui a débuté, lui, sa production au début des années 80. C'est exactement. Je pense que la première publication enregistrée, c'est 81. Fait que c'est vraiment... C'est Bajorbine, ouais, 81, ouais. C'est je ça. pense que c'est au 82, ouais. Mais tu sais, Valium, c'est quand même un... C'est ça que je disais, c'est un vrai punk, Valium. Fait qu'il est arrivé avec le do-it-yourself, fuck le système, je fais toutes mes affaires moi-même, tu sais, puis je pense qu'il est resté fidèle à son système au prix de plusieurs sacrifices, par exemple, là, tu sais, mais qui est resté fidèle à sa vision de faire ce que lui a envie de faire, puis il n'y a personne qui va lui dire quoi faire, tu sais. Ben, le prix à payer de ça, ça a été d'avoir une vie sans le sou. Hein. Ouais, c'est ça. Ben, il y en avait des sous des fois. Là. Oui. Il y a quand même eu des expos. Il y a eu des mécènes, puis ouais, tout ça. Mais il n'y a jamais eu, comme c'est le cas de la grande majorité des artistes en art graphique, la reconnaissance vient souvent après le trépas. Et ça, c'est triste parce que Valium a une production hallucinante. Ouais. Mais il y a des gens qui sont conscients de la part artistique, de la force de Valium. J'ai vu ça, d'ailleurs, petite parenthèse à Marseille, là, tous les hommages des Français puis des Belges. Puis ça m'a touché parce que je voyais que Valium, c'est pas perdu. Là. Il a déjà planté sa graine partout. Puis il y a des choses qui poussent, puis il y a des gens qui sont redevables, c'est incroyable, là, tu sais. Ici, au Québec, on n'a pas idée de l'impact que Valium a eu à l'extérieur. Puis je pense qu'on pourrait dire la même chose de Julie aussi. Ah, oui.
Tu sais, puis je me rappelle, Julie, avant Angoulême, avait une expo en Suisse qui avait eu une vidéo de tournée, puis c'était fantastique, son expo. Puis c'est quoi le problème qu'on n'est pas capable d'avoir des artistes? Tu sais, c'est pas qu'il manque la volonté, là. Il y a des gens, là, t'engages Hélène Brosseau, tu m'appelles moi, on va en faire une crise d'expo au Musée d'art contemporain, tu sais, ou au Musée des Beaux-Arts de Valium, puis tu sais, t'appelles Sylvia, tout ça, let's go, tu sais. Sylvia l'a fait avec la Maison de la Culture, une expo fantastique sur Valium, puis elle a eu des critiques partout. Fait que qu'est-ce qu'on attend pour se réveiller au Québec? Mais ça, on pourrait dire dans bien d'autres domaines, qu'est-ce qu'on attend pour se réveiller au Québec, là? Mais c'est intéressant, et je suis très heureux de t'entendre tenir ce discours-là. C'est rafraîchissant parce que j'ai l'impression d'être moins seul. Parce que je suis tout à fait en accord avec ce discours-là. Moi, je trouve qu'au Québec, on rate tellement le bateau. Puis, tu sais, on pourrait, à titre d'exemple, parler de Robert Lepage. Robert Lepage, grand homme de théâtre, qui se passe de présentation, il a cessé de faire du cinéma parce qu'on lui a coupé les subventions. Littéralement. Et pourtant, ce gars-là, il a une reconnaissance internationale gigantesque. Moi, je me souviens, dans les années 90, je visitais souvent un ami en Belgique. Et à l'époque, il y avait un spectacle de... Je me souviens pas c'était lequel. C'est avant Elseneur, ça c'est sûr et certain. Bon, peu importe. Et il était en tournée en Europe et les gens, quand ils entendaient que j'étais québécois, ils m'arrêtaient et ils me parlaient de Robert Lepage. Je trouvais ça extraordinaire, mais en même temps, au Québec, les gens, québécois moyens, Robert Lepage, j'avais aucune idée c'était qui. Alors, et ça, Marc, est-ce que c'est un problème en soi d'avoir une... Tu sais, au Québec, souvent, le parcours est le suivant, c'est une reconnaissance d'abord à l'extérieur, à l'international, et parfois, cette reconnaissance-là finit par, comme l'effet boomerang, finit par revenir au Québec. Est-ce que dans le cas de... Est-ce que tu considères que dans le cas d'Henriette Valium, on a raté? OK. Ben regarde, ça me fait penser, en 92, c'était le 7e festival de bande dessinée de Montréal. L'invité d'honneur, c'était Julie Doucet. Fait qu'en 92, là, tu sais, elle avait déjà commencé à faire sa marque internationale. Puis, il y avait le focus du festival, il y avait une expo Fofun sur Henriette Valium. Fait que ça, c'est dû au milieu des auteurs de bande dessinée de Montréal, que déjà le respect pour ces deux personnes-là était à un point assez élevé. Autrement dit, des fois, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe dans le milieu, qu'est-ce qui est, tu sais, tu vas demander aux artistes qui y pratiquent dans le milieu, puis eux vont dire Valium puis Julie, tu sais. Tu m'as demandé tantôt de présenter Valium puis Julie. Fait que je peux juste... Moi, quand je suis arrivé en bande dessinée, j'ai décidé de faire une revue, c'était en 86, avec Stéphane Olivier. Là, je venais d'avoir le coup de choc de Raw de Art Spiegelman. Puis là, j'étais là, Chris, on peut faire une revue d'art, de bande dessinée, puis pas être gêné de faire ça, tu sais. C'est le temps, là, de mélanger. Parce que moi, je suis plus attiré par les beaux-arts, puis par la bande dessinée, par le cinéma, par la photo. Fait que j'aime mélanger. Moi, je suis pas fermé, je suis pas exclusivement voué à la bande dessinée. Fait que... Quand on a dit ça, j'ai dit, je vais regarder qu'est-ce qui se fait. Ils sont allés au marché du livre, feuilleter toutes les fanzines, tout ça, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque, t'sais. Puis, qu'est-ce que je suis tombé, je me rappellerai tout le temps, la BD de Julie dans un des cheese de Yves Millet, c'est celle où elle fait son striptease. Ouais. Puis c'est drôle parce que récemment, j'ai vu une autre version de la même chose, de la même idée, mais à TICAF par une jeune autrice, tu sais, puis ça m'a fait rire, tu sais. C'est pas le même, c'est la même idée, un striptease, mais c'est toutes tes tripes que tu exposes, tu sais. Puis quand j'ai lu cette BD-là, je dis, c'est tellement intelligent, tu sais, elle parle de quelque chose, elle parle du rôle de la femme, du regard de l'homme, elle va tellement plus loin avec un humour méchant, mais en même temps qui est profond, là, qui dit quelque chose. Puis là, je dis, c'est qui? Fait que là, Julie, c'est la première personne que j'ai contactée à l'extérieur de mon cercle d'amis artistes pour participer à quelque chose. Fait que ça, c'était en 86-87. Donc, les tout débuts de Dirty Plot, là. Ouais, ben non, elle avait Avant, pas... en fait. Non, c'est ça. Parce que moi, j'ai quand même le grand plaisir, je me rappelle tout le temps, j'étais chez Julie quand elle restait sur au coin d'Ontario, puis Papineau, dans ce coin-là. J'étais là, on prenait un Pernod avec Stéphane Olivier, puis là, Julie, elle arrive, elle dit « Hey, je vais faire un fanzine, qu'est-ce que vous pensez du nom Dirty Plot? » Fait que là, moi, c'est cette époque-là, là, puis là, j'ai dit « Wow! » C'est parce que Julie a fait, une fois qu'elle a collaboré à mon premier collectif qui était fait avec Stéphane Olivier, l'Organe, elle a fait la couverture du deuxième, puis elle a fait des dessins. Parce que moi, je trouvais qu'elle était géniale, Julie. Fait que là, on parle de 88, là, fait que
C'est ça. Fait que, elle me parlait beaucoup, puis je pense que, comme tu disais, il y avait l'aspect de l'héritage de la BD franco-belge, comme F. Mur avec Julie. Oui. Puis moi, j'aime beaucoup la BD franco-belge parce que j'ai baigné dedans étant jeune, comme si j'étais Obélix dans la marmite. Fait que là, quand je voyais Julie, je disais, ah, sac, il y a quelque chose là-dedans, mais en même temps, elle transcende. Il y a l'influence de la BD américaine qui commence à se faire sentir, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans c'était vraiment une période excitante, là. Tu sais, t'avais Fantagraphics qui sortait des trucs, les frères Hernandez, Peter Baggy, Dan Klaus, Jim Woodring. C'était comme wow, Dan Darcy. Il y avait, un moment donné, c'était comme tout ce qui sortait, c'était intéressant. Fait que ça tombait aussi dans la BD autobiographique, mais tu sais, Julie, ça n'a jamais pour moi été juste de la BD autobiographique, c'est même plus tout le temps plus Julie, tu sais. Puis même chose avec Valium, c'est comme... Valium, lui, il se complexifiait à mesure qu'il avançait, tu sais. Et ça, c'est étonnant, parce que généralement, quand on suit dans le temps la démarche d'un auteur, d'une autrice, d'un artiste, d'une artiste, généralement, dans sa pratique tend à se solidifier autour de l'idée de l'épuration. Ouais. Mais Valium, c'est vraiment extraordinaire, parce que c'est tout à fait le contraire. Ouais, on passe la ligne claire à la ligne chargée. Mais chargée, je trouve, c'est des fois, les gens... J'entends des thèmes péjoratifs quand j'entends parler de Valium. C'est-à-dire? Ben, c'est comme, c'est pas pour tout le monde, c'est rock'n'roll, tu sais, genre 18 ans et plus, tu sais, oh, faites attention, on va mettre un petit rideau ici parce qu'il y a des choses choquantes. Ouais, mais ça, c'est des détours faciles, ça. Ouais, ben, je trouve, tu sais, il n'y a pas plus choquant que l'origine du monde de Courbet, puis Picasso érotique, là, tu sais, je veux dire, eux autres, ils exposent dans les musées partout au monde, puis Valium, il faut cacher un petit peu ça, tu sais, ça n'a pas d'allure, tu sais. C'est drôle parce que Valium, souvent, les gens disent « Ah ouais, mais c'est un... » Quand tu dis le terme punk, c'est comme une espèce de terme fourre-tout. Ça veut dire quoi, punk? Pour la moyenne des ours, là, c'est quoi? C'est un trait un peu sale. Ben moi, chez Valium, je ne vois aucune impureté chez Valium. Non, au contraire, c'est au scalpel, c'est d'une précision chirurgicale. Il faut pas mélanger l'attitude punk avec l'esthétique punk. Parce que Valium, c'était vraiment... Je pense que ça reste aussi son amour pour Hergé. Parce que Hergé aussi, Tintin, c'est chirurgical pour moi. Ouais. Toute case est pensée, tout est redessiné, toutes les lignes sont parfaites, même si ça a l'air super simple. T'sais. Puis Valium, c'est ça, toutes ces lignes sont calculées. Si tu as vu, je me rappelle l'expo de Frontenac, là, il y avait une espèce de structure en 3D, puis tu voyais à côté ces plans avec toutes les structures, tous les points étaient numérotés pour savoir quel allait avoir plus de profondeur. C'était un travail là, d'un génie mathématique. Là. Moi, j'étais là, je disais, wow, là, c'est Valium, là, c'est vraiment, là, il aurait pu être un ingénieur nucléaire, je sais pas trop, il avait le cerveau pour faire des choses comme ça. C'est là que je dis, moi, j'aime pas ça dire génie, c'est quelque chose qui se dit n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quel bozo fait une toune qui vend 1 million, c'est un génie, tu sais. Mais, tu sais, Valium, je pense qu'il y avait quelque chose là-dedans, là, qui, moi, ça m'impressionnait. Encore aujourd'hui, si je suis vocal pour Valium, c'est qu'il y a quelque chose là-dedans, là, qui transcende. C'est tellement fort. Puis c'est une puissance que peut-être le sujet a rebuté certains, mais, tu sais, c'est un de nos plus grands artistes, Valium, là. Tu sais, moi je fais pas je fais pas de démarcation. C'est pour moi, il y a Pellan, il y a des Dallaire, il y a des Riopelle, puis il y a Valium. Tu sais, Valium, il y a quelque chose, là. Puis un jour, puis je pense, moi, mon vœu le plus cher, c'est que je pense qu'on va découvrir de plus en plus ce qu'il a fait. Ça, puis je pense que plein des gens, ça va sortir du Québec, qui vont voir l'implication puis toute la profondeur de son travail. Puis il va sûrement un jour avoir une grosse expo rétrospective de Valium. Espérons-le. On n'est pas rendu là. Oui, mais espérons-le, parce qu'il faut le partager avec le plus grand nombre. Valium, parce qu'il y a quelque chose de profondément universel dans son œuvre, à la fois intime et du plus grand nombre. Mais il faut savoir naviguer à travers son œuvre. Et son œuvre ne fait pas de concession. C'est pas une œuvre de facilité. C'est une œuvre exigeante. Et il était, dans sa pratique, extrêmement exigeant, Valium. Quand on regarde une planche,
on le sait que, rien n'est laissé au hasard et qu'il y a une quantité de travail qui s'appuie sur une réflexion aussi. Ouais, c'est puis des années, là, c'est ça. Je me rappelle Valium, c'était tout le temps, chaque album, c'était des années. Là, je suis là-dessus, ça fait 3 ans, je suis là-dessus, ça fait 5 ans. Tu sais, c'était pas des. Mais quand il dit il était sur des années, mais il faisait entre-temps, si cette année, il faisait des peintures, il faisait d'autres choses, des vidéos. Tu sais, Valium, c'est un touche-à-tout. Quand il se tenait de quelque chose, il allait dans un autre se ressourcer, puis il revenait, tu sais. Fait que c'est. Alors là, Marc, tu as été notre émissaire, en quelque part, pour les lectrices et lecteurs, ou en tout cas les amoureux de la bande dessinée québécoise, puisque en janvier dernier, tu t'es rendu au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. La présidente d'honneur était nulle autre que... Julie Doucet. Hey, c'est-tu extraordinaire? Ben oui. 3e femme seulement de l'histoire du festival. Première québécoise à présider. Donc, en soi, c'est un événement. Ouais, c'est ça. C'était immanquable. Alors, toi, t'es parti là-bas armé de ton appareil photo et d'un cellulaire. Alors là, d'un point de vue très, très personnel, Marc, de te voir faire des selfies sur Facebook, c'était jouissif. C'était vraiment... On sentait toute l'amitié, tout l'aspect gamin, le bonheur d'être là, le bonheur d'assister à ça aussi, parce que t'es issu de cette culture-là, de la contre-culture. Tu viens de ces années-là avec Julie, avec Henriette Valium et toute la bande, Simon Bossé, qui était également du voyage. Hein, il était à Marseille. À Marseille, c'est ça. Et donc, tu t'es rendu au Festival d'Angoulême pour, entre autres, pour documenter... Ouais. Pour documenter, mon but à Angoulême, c'était Julie. T'sais, je voulais documenter son expo parce que j'ai vu que l'expo de Julien Missery qui était fantastique, surtout c'était à 2 étages. Oui. Le premier, ses planches, plus ses dessins, puis le deuxième, ses constructions, ses collages. Puis le deuxième étage, c'est comme une découverte parce que c'est tout le nouveau Julie. Tu sais, les BD, c'était comme l'ancien. Puis là, tu étais waouh, c'est donc bien beau. Hey, j'avais jamais vu ce collage-là, c'est fantastique. Tu sais, c'était comme... Puis c'est ça. Fait que là, j'ai pris sur moi de documenter l'expo pour pouvoir la diffuser sur Internet, pour que les gens voient, tu sais, je dis Julie, là, 50e, après ça, qu'est-ce qu'on fait avec Julie, tu sais? C'est quand même un trésor, ce qu'elle a fait, c'est quand même incroyable d'être en avance sur tout le monde, là, tu sais. Et même encore aujourd'hui, alors qu'elle aurait pu mettre un point d'orgue à sa production de bande dessinée avec Maxiplot, donc, ou l'intégrale qui a été... présenté, qui a été publié chez Drawn & Quarterly. Non, elle revient avec un album. Et dans sa démarche, elle va au-delà de tout ce qu'elle avait fait jusqu'à ce jour. Elle revient au dessin avec une telle puissance. Et tu sais, quand on lit Time Zone J, qui a été publié chez Drawn & Quarterly, ou la version française, Extraordinaire objet, Suicide total, aux éditions de l'Association. Alors là, on se dit, OK, Julie Doucet, elle en a encore beaucoup à dire. Elle en a dans le ventre. Et elle a pas... Et c'est fou parce qu'elle se réinvente constamment. Oui, c'est elle aussi. Et je pense que le lien entre Valium et Julie, c'est, comme je le disais tantôt, c'est des artistes multidisciplinaires. Que moi, je me rappelle, j'ai vu Julie au 100 jours d'art contemporain. Puis elle avait fait un collage pour ça. Puis moi, j'ai trouvé que c'est la chose la plus belle, la plus profonde qu'il y avait dans cette expo-là. Puis là, il y avait plein d'autres artistes contemporains. Là, puis je dis pas ça parce que j'aime Julie. C'est juste que si je regarde la force des œuvres, la sienne était plus forte que les autres. Fait que tu sais, puis c'est comme, tu sais, un moment donné, est-ce qu'on va être seul à dire ça? Ou que, un moment donné, les gens vont se réveiller, là? Tu sais, mais... le positif, là, c'est que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont découvert Julie à travers Maxiplot, qui ont acheté Suicide Total, puis ça a été des révélations. Fait que, tu sais, c'est ça, ça continue. Fait que c'est pas des choses qui vont se perdre, parce que c'est trop fort, là. Tu sais, je pense que c'est, Valium puis Julie, c'est 2 de nos meilleurs ambassadeurs, ambassadrices. Puis c'est comme, je pense qu'il faudrait, à un moment donné, qu'il y ait que des hommages qui se font à l'extérieur du Québec puis du Canada, se fassent ici. Là. Je reviens avec ça, mais en tout cas, on va voir. Là. Mais je comprends aussi que c'est dur parce que ça prend un ou une commissaire d'expo qui fait des demandes pour avoir des sous parce que c'est un travail d'1 an, 2 ans. Fait que c'est pas facile de monter une expo, tu sais, mais en même temps, il y a plein de gens ici, personnes ressources, qui seraient tellement
content Ah oui. d'aider à Ah monter oui. ça. Là, Clairement, je suis convaincu que plusieurs personnes mettraient la main à la pâte, c'est sûr et certain. Ça a tout le temps été comme ça, de toute façon, en BD ici. Là, tout le monde, tes appels, hey, on fait quelque chose pour Julie, let's go, puis ça va se faire. Là. Oui, parce que c'est des gens qui ont fédéré aussi. Qui ont... Ben, comme Cyrus, un autre fédérateur. Oui, exactement. Et je le répète, je l'ai dit. Simon Bossé, un autre, c'est ça. Ben, quand j'ai fait l'entrevue pour le balado avec Julie, j'ai parlé de votre génération et à quel point je trouvais réjouissant de voir votre génération de la gang de la contre-culture, de la révolution Xerox, des fanzines photocopiés vendus dans des événements, de voir à quel point aujourd'hui, la grande majorité d'entre vous êtes toujours présents, vous êtes au sommet de votre art et vous avez dans votre production maintenant des œuvres qui sont diffusées à un vaste public. Ouais, mais Ce qui fait qu'il y a bien des lecteurs, Marc, qui t'ont découvert avec Un pari pour Dallaire ou avec René Lévesque et qui se disent « Ah ouais, Marc Tessier, c'est qui ce petit nouveau-là? » Alors que t'es là depuis des décennies. Le fait que Cyrus, vous avez fait ensemble un album, Un pari pour Dallaire, bon, Richard Suicide, on l'attend encore, son nouvel album aux éditions Part. Il travaille dessus depuis des années, il va finir par le sortir. Ouais, un jour, il met pas de pression. Que Julie Doucet publie un nouvel album. De vous voir encore tous, évidemment, sauf Valium, mais Valium avait aussi, avant de mourir, avait fait un nouveau Nit-Nit qui était extraordinaire. Donc, de vous voir, vous tous, au sommet de votre art, être présent et être productif et être diffusé, il y a quelque chose d'immensément rassurant là-dedans. C'est-à-dire que ça prouve que ce que vous avez semé durant toutes ces années-là est solide. Et vos œuvres se démarquent, évidemment, de par leur qualité, de par leur sensibilité, de par leur approche, de par leur facture visuelle. Tout à coup, quand on tombe dans Un pari pour Dallaire, on se dit, c'est pas l'œuvre de deux nouveaux, là. Non. C'est une vie. C'est pas l'œuvre de deux petits jeunes. Non, puis sans faire de l'âgisme, tout de suite, on embarque dans le récit et on le sait que c'est une œuvre d'une très grande maturité parce que vous avez travaillé, vous avez développé votre pratique et vous l'avez fait pendant des années dans le chemin là, de campagne, là, en marge de la route officielle. Là. Vous l'avez fait, puis vous avez tenu bon, puis vous l'avez traversé le champ. Et moi, comme lecteur, comme observateur, je peux pas m'empêcher de trouver ça formidable. Et je tenais à te le dire. Et je tenais à te le dire, Marc, parce que ce que tu fais, en quelque sorte, c'est de le souligner. Hein? Quand tu es allé à Angoulême, donc, couvrir cette expo-là, d'ailleurs, ça a donné lieu à un article qui a été publié dans le Comics Journal. Je mettrai le lien en fin de balado. Et donc, le fait que tu aies à ton tour témoigné de ce qui se passait, tu étais la meilleure personne pour le faire. Parce que tu viens de ce groupe-là, parce que tu viens de ces années-là. Ouais, puis en même temps, j'ai étudié en documentaire, la photo, tout ça. Ben oui, voilà. Mais je trouvais ça le fun. En tout cas, c'est drôle parce que bien des gens m'ont dit qu'ils ont aimé ça. C'était comme je faisais un feuilleton, puis à chaque jour, je mettais des images, puis il se passe ça. Fait que c'était assez intéressant. T'sais. Tout à fait. Tu as été le journaliste que Tintin n'a jamais été, finalement. Non, j'ai été plus René Lévesque que Tintin. Ouais, c'est ça. En fait, tu étais plus René Lévesque. Oui. D'ailleurs, c'est drôle. Bon, là, c'était le jubilé, c'était le couronnement du roi Charles III, et ils ont passé à la radio de Radio-Canada un extrait de René Lévesque qui couvrait la reine à pluie battante à l'extérieur. Non, mais après, il est allé un week-end romantique à Paris avec... Judith Jasmin. Ouais. Ben oui, pareil, ils ont travaillé ensemble justement sur... Oui, c'est elle qui animait. Ouais. Bon, alors on va, oui, quand même. Ben c'est de l'ordre public quand même, on le sait. Là. Ouais. Mais et donc, non seulement Marc Tessier est allé couvrir le couronnement de Julie Doucet à Angoulême,
Mais là, en plus, tu as sauté dans un train, puis tu es descendu au sud et tu es allé à Marseille, où était présentée une exposition rétrospective vraiment étonnante d'Henriette Valium, qui était organisée par Paquito. Paquito Bolino, ouais, le directeur du Dernier Écrit. Ouais, quand même. Fait que c'est... Puis en complicité, ben, il y avait Caro Caron, puis Sylvia Jérôme qui sont descendus aussi, qui sont arrivés comme une semaine avant moi à Marseille pour aider. Fait que si vous regardez les photos, tout ça, c'est facile à trouver. Là. Je pense que c'est public. Là. Ouais. Surtout ceux du Comic Journal. Vous allez voir Sylvia puis Caro dans le making-of. Puis Paquito aussi, puis toute son équipe, parce que c'est vraiment une équipe du tonnerre. Là. Ou Crowman qui a construit le garage. Oui, alors là, parle-nous de ça. Parce qu'ils ont reproduit l'intérieur de l'atelier de Valium. Ben, ils ont produit le garage au complet. Dans le fond, tu as la structure extérieure, tu sais, les murs avec leur beau jaune Valium. Tu sais. Ouais. Ah, ça, c'est ton... Bon, je vais m'asseoir dessus. Mais tu sais qu'au lieu de t'asseoir sur ton téléphone, tu peux aussi peser sur le piton. Mais en même temps, tu fais ce que tu veux, Marc. Ouais, je suis pas encore rendu. J'ai pas tout maîtrisé. T'es encore à l'étape analogue. Ouais, à l'étape... je suis pas encore désabusé des selfies. Là. Mais donc, c'est ça. Ils ont reproduit aussi l'extérieur de cet atelier-là, dans lequel Valium vivait, qui a vécu pendant toute la dernière période de sa vie. Là. Fait que c'était quand même un espace de travail incroyable, exceptionnel. Je sais pas si toi, tu l'as vu, là. Ben moi j'ai vu les photos évidemment. Okay, t'as pas été dedans là. Non, l'atelier de Valium, non. Je suis passé à l'extérieur le saluer, mais oui, une fois il m'avait invité à entrer, mais par gêne. Ah, t'aurais dû, parce que moi c'est une merveille d'ingénierie. C'est là que tu vois que Valium, c'est pas juste, il faisait la plomberie, l'électricité, il faisait tout, il me faisait, il était capotant, t'sais. Lui, pour son art, là, il était prêt à tout faire, tout apprendre, puis c'est ça qu'il a fait là. Et d'ailleurs, toi, t'as photographié l'atelier de tous les angles. Ouais, après son décès, là. Ouais. C'est Sylvia qui m'avait demandé ça, là. Fait que il y avait encore des morceaux de collage, de trucs qui travaillaient, qui traînaient partout sur le plancher. En tout cas, ça, c'était quelque chose. Ouais. Et donc, ils se sont servis, entre autres, de ton travail de photographe pour reconstituer l'atelier de Valium là-bas à Marseille, j'imagine. Je sais pas, j'imagine, mais il y avait des plans, là, tu sais, je pense que c'est Caro qui a fait des plans où, tu sais, c'était bien fait. Tu sais, je te dirais, Caro puis Sylvia, puis Crowman, plus Paquito, là, ils ont vraiment fait... puis là, ben c'est sûr, hein, tu sais, je pense que Sylvia puis Paquito, ben il y avait un gros deuil vis-à-vis de la perte d'Henriette, là. Fait que pour eux autres, ben ça a passé par un hostie d'hommage incroyable de la part des deux à travers des expositions grandioses, puis tu sais, incroyable. Tu sais, celle de je pense que celle de Sylvia, t'avais toutes les facettes de Valium, tout son travail d'artiste, puis comment je pourrais dire, t'allais là, puis je disais à tout le monde, les Valium, c'est vraiment un des rares artistes que tu peux à une expo, puis tu tripes encore plus de voir ses originaux, parce que ses originaux, en tant que tels, sont fantastiques, de par la technique qu'ils utilisent, tu sais, que quand c'est reproduit dans des journaux, souvent c'est écrasé, puis t'as pas la profondeur que tu peux voir comment qu'il fait des... C'est comme il prend le principe de la caméra multiplane, puis il fait plusieurs niveaux de collage pour faire son collage final, puis moi je trouve ça fou, là. Mais cette expo-là, qui avait l'air vraiment magnifique, là... C'est ça, celle de Marseille, tu rentrais dans la tête de Valium. Bon. Pour moi, c'était la meilleure analogie. Tu veux savoir c'est qui Valium, tu rentres dans son univers, tu es absorbé. Puis tu sais, je veux dire, le fait que Paquito a grossi ses planches, puis ses dessins dans des proportions énormes, mais ça permet encore de voir, waouh, une fois que tu vois du Valium grossi, tu peux te focaliser sur un point, puis le point, il n'a pas de l'air chargé tout seul dans son coin. C'est juste que il y a tellement de détails que ça peut être... Il pourrait faire des billboards. Tu sais, la face de Leonard Cohen dans le centre-ville de Montréal, ben ça pourrait être une planche de Valium aussi. Puis il perdrait rien, il gagnerait parce que c'est fait pour être vu gros, tu sais. Puis tu regardes ses affaires, puis c'est comme, ah là, tu peux voir d'une façon relaxante quand ça agrandit parce que tu te concentres sur des sections. Des fois, quand tu as la planche tout seul, d'un coup, c'est assez intense comme absorption d'informations artistiques, tu sais. Tandis que l'expo à
Marseille, c'était là, c'était décortiqué, tu pouvais rentrer puis prendre ton temps. Tu avais diverses salles, que tu pouvais t'asseoir, écouter sa musique, relax, tranquillement. Tu pouvais regarder ses films, tu sais. Puis je trouvais, c'est comme, puis il y avait un magnifique documentaire. Je me rappelle plus le nom du documentariste, mais c'est un ami de Caro, puis il a fait tellement une belle job. Il avait tout photographié les derniers temps. Fait que tu as une entrevue de Valium un petit peu avant qu'il décède. Tu as la procession d'Hochelaga Maisonneuve, hommage à Valium, qui est fantastique, là. C'est tellement beau voir ça. Fait qu'il y avait tout. Fait que c'était vraiment une grosse plus. Tu avais un aspect hommage. Fait que plein d'artistes du Québec, de la Belgique, de la France proposaient des hommages à Valium. C'était touchant. Puis étant là, payant, parler à ces artistes-là, c'était encore plus touchant parce que tu voyais tout l'amour qu'il y avait pour Valium. Fait que moi, je pensais que c'était la gang de Montréal qui connaissait Valium, qu'il y avait beaucoup d'amour pour lui. Ben non, tu sais, il y a des gangs partout, il y a des gens en Europe là, pour qui Valium, il y a eu un impact énorme dans leur vision artistique. Fait que Valium, tu sais, il est pas parti, il va pas disparaître comme ça, là, c'est certain. Cette expo-là... c'est un peu frustrant parce que nous, on regarde ça à distance. Dieu sait qu'on est plusieurs qui aurions aimé y être. On l'a été par tes bons soins, à travers tes photos, à travers ton témoignage. Mais ça, pour moi, une expo comme ça de Valium, cette expo-là, faudrait que ça vienne à Montréal. Paquito l'a conçu comme capable de bouger. Fait que c'est facile de rouler. Il y a beaucoup de reproductions qui sont sur des toiles. C'est facile de rouler des toiles puis les shipper au Québec. Pour la structure, j'imagine que c'est démontable. Ouais, c'est ça. Je sais que Thomas Louis s'est montré intéressé. Je sais pas ce que ça a donné jusqu'à maintenant. Mais moi, ça me montre juste qu'on n'a pas vraiment d'espace adéquat pour faire des grosses rétrospectives. Oui, il y a des maisons de la culture, tout ça, mais une fois que ça voyage moins, tu sais, des fois je dis, ça serait tellement de fun que le réseau permette d'une expo de Valium de Julie de se promener dans le Québec, pas juste Montréal, pas juste la ville de Québec, pas juste pendant le festival de BD de Québec, pas juste pendant le festival de BD de Montréal. Tu sais, il faut que ça ait quelque part une visibilité un peu plus accrue, tu sais, par rapport au talent et au rayonnement que ça nous apporte, ces artistes-là. Fait qu'on n'est pas rendu là encore, mettons. En même temps, je prends les éditions de La Pastèque qui, pour leur 15e anniversaire, ont organisé avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal une exposition. Pour leur 25e anniversaire, Orchestre symphonique de Montréal. Donc, c'est la preuve que quand il y a une volonté et qu'on se donne les moyens de faire les choses, il y a de l'espace. Ouais. Mais ça prend, tu sais... Je pense à Fred. Fred, il a une volonté d'acier, fait que quand il veut quelque chose, il va la chercher. Ouais, j'avoue que ces gars-là, ils sont assez... face contre le vent, sont assez tenaces. Hein? C'est ça. Puis aussi, tu as la réputation de La Pastèque, là, avec toutes ces années, tu as investi beaucoup de temps, tu as une reconnaissance, fait que cette reconnaissance-là permet d'ouvrir des portes. Ça. Mais ce que je trouve intéressant dans ton discours, c'est que ce que j'entends, c'est ne dotons pas le Québec d'un espace consacré à des expos de bande dessinée, ou encore une fois, c'est ouvrons. Parce que il faut que ce médium-là, comme les autres médiums, si on veut que ce médium-là se développe, et si on veut créer une habitude chez les lecteurs, les lectrices, chez le grand public. Ouais, puis on veut créer une habitude de lecture, une habitude de découverte, de recherche. Voilà. Parce que je pense qu'à date, la BD crée une habitude. C'est un médium de divertissement par excellence. Beaucoup de gens lisent la BD. On sait, des fois, quand la BD de genre n'est pas assez nominée, beaucoup de gens élèvent leur voix parce qu'on ne parle pas assez de la BD de genre. On en consomme beaucoup de BD, tu sais. C'est juste que, tu sais... Ouais, mais on consomme beaucoup de BD au Québec, Marc, mais je veux dire, le bassin de lecteurs, là, si on enlève les institutions, parce que t'es pas sans savoir que les éditeurs, une bonne partie de leurs ventes repose sur les ventes institutionnelles. Donc, c'est-à-dire, pour le bénéfice des auditeurs, auditrices, là, je vais vous expliquer ça en 30 secondes. Alors, les librairies qui se dotent d'un agrément, donc du droit de vendre de la bande dessinée à des bibliothèques municipales et scolaires, eh bien, le gros de la vente des albums passe par ce réseau-là. Beaucoup. Demain matin, on coupe la vente institutionnelle, c'est terminé, là. Je veux dire,
outre quelques succès retentissants, tu sais, René Lévesque, ton album, ben là, lui, il a eu une vie en dehors des institutions, là, à quantité qui s'est vendue et au rayonnement. Quand on pense au Petit astronaute de Jean-Paul Hyde, quand on pense à Michel Rabagliati et ses Paul, évidemment, eux, ces albums-là que je viens de citer sont sortis du réseau habituel. Mais tu as raison, mais même quand ils sortent du réseau habituel, tu sais, comme au rendez-vous de Gatineau, j'avais Jean-Paul Hyde à côté de moi, puis quelqu'un, un père de famille, était avec son fils, puis il a demandé c'était quoi qu'il faisait. Fait qu'il connaissait pas le Petit astronaute, il connaissait pas Jean-Paul. Puis même chose avec Michel, je me rappelle avoir été voir Paul à Québec au cinéma Beaubien. Puis là, il y avait deux vieilles madames, puis ça m'a tellement fait rire. Ils ont dit hey, il paraît que c'est tiré d'une bande dessinée. Fait qu'eux autres, ils avaient été voir. Avec cette voix-là? Ouais. Oh, non, mais il avait été voir le film, juste pour le film, pour le sujet en tant que tel, et puis les acteurs, peut-être, ils connaissaient pas la bande dessinée. Fait que ça, je dis, des fois, dans le milieu, entre nous autres, tout le monde, on connaît toutes les mêmes personnes, fait qu'ils connaissent toutes Michel, ils connaissent toutes Jean-Paul, mais tu sors de ce milieu-là, puis encore, comme tu dis, il y a du chemin à parcourir avant qu'on aille chercher des lecteurs qui sont pas déjà prédisposés à aimer ça, tu sais, il faut aller en chercher que, tu sais... Parce que, tu sais, moi, je travaille dans les médias. Bon, évidemment, j'écris pour le Journal de Montréal, mais, tu sais, mon collègue François Lemay, que j'aime beaucoup, au Devoir, tu sais, je l'ai eu cette discussion-là avec François en lui disant, ben toi, tu t'adresses à des lectrices et des lecteurs qui sont déjà conquis, qui sont déjà qui sont gagnés. Moi, je pense que la véritable victoire de la bande dessinée, c'est quand tout à coup, on en parlera plus largement. Mais le problème, quand des chroniqueurs, chroniqueuses ou journalistes dont c'est pas leur tasse de thé ou leur spécialisation, quand ils en parlent ou dans une émission grand public, ben, tu sais, je me souviens à Bonsoir, Bonsoir. Je vais citer l'exemple de Bonsoir, Bonsoir. Il y a un moment pendant le premier confinement, donc durant la COVID en 2020, il y a la comédienne qui a produit d'ailleurs le film de Karine Vanasse, qui a produit le film de Paul. Donc, il demandait aux vedettes, aux artistes invités, de faire la promotion d'un livre, hein, de la lecture. Et donc, elle avait présenté... qu'est-ce qu'elle avait présenté? Non, je me souviens pas. Elle avait présenté une bande dessinée, mais... Alors, moi, je trouvais ça éminemment réjouissant. Parce que là, je me disais, là, il y a des gens au Québec, mais en même temps, c'est pas TVA, c'est Radio-Canada. Donc là, encore là, on réduit un peu. Parce que, bon, souvent, à l'extérieur de Montréal, on dit que c'est la clique du plateau, puis là, je veux pas ouvrir le débat, puis tout ça, mais je trouvais ça quand même réjouissant. En même temps, j'écoutais Karine Vanasse parler de bande dessinée, puis je me disais, ah oui, il y a du chemin à faire, hein? Puis il n'y a pas besoin de diplôme. De toute façon, j'en ai pas de diplôme, hein? Mais... dans ce clip de 2-3 minutes-là, malgré toute la bonne volonté qu'il y avait à mettre de l'avant un album de bande dessinée québécoise, il n'y avait pas le langage, il n'y avait pas les outils nécessaires pour en parler. Puis là, encore là, je parle pas d'une grille universitaire complexe. Mais si on est capable de parler de vin avec des pastilles de goût, si on est capable de parler de type de cannabis parce qu'on peut aller s'en acheter, comment se fait-il qu'encore aujourd'hui... Mais c'est ma question à toi. Ouais, c'est là, tu me fais penser Kate Beaton a gagné Canada Reads. Qui est un programme que chaque personne choisit un livre, qui souvent c'est des livres littérature écrits. C'est pas l'équivalent du combat des livres. C'est ça. Ouais. Mais c'est Kate Beaton qui a gagné sur son graphic novel. T'sais. Puis, Joe Hunman, il a été en liste pour un prix du gouverneur général. Le premier de l'histoire. C'est ça. Puis encore là, anglophone. Fait que, pourquoi est-ce que les anglophones sont plus en avance sur nous autres par rapport à l'acceptation des romans graphiques? Oui. Parce que culturellement, les anglophones sont beaucoup plus ouverts. Premièrement, tu le sais, les anglophones, ils ont toute cette idée de la culture du mécénat. Ils ont la culture du collectif. Ce que nous, les francophones, on n'a pas. C'est le quant à soi. Puis c'est pas raciste, là. Allez faire un tour au centre Cindy Brothman à Montréal. Allez voir comment la communauté est impliquée dans cette salle de spectacle-là et à quel point ils soutiennent les artistes. On n'a pas ça. Il y en a des francophones mécènes, mais
c'est pas dans notre ADN. Ouais. C'est pas dans notre ADN. C'est autre chose, mais je te dirais en passant, Julien Poitras, là, pour moi, ça a tout le temps été un mécène. Oui. Parce qu'avant qu'il dirige Moelle Graphique, la structure actuelle, ben avant, il faisait à la main, puis il faisait... C'était un devoir de mémoire aussi de publier du monde. Mais ça, une petite parenthèse. Ben oui, il y en a des mécènes, mais c'est pas... Le point, c'est que c'est pas intégré dans notre culture, c'est pas dans notre ADN. Et donc... Pour moi, que Kate Beaton, avec Environnement toxique, le titre original, je pense que c'est Doc. Ouais, Docs. Docs, ouais, c'est ça. Formidable bande dessinée, d'ailleurs. Je sais pas, est-ce que tu l'as lu? Non, mais je vais la lire parce que j'aime bien. Puis ce sujet-là, j'en ai déjà parlé dans notre livre sur les compagnies minières. Ouais. Là. Fait que moi, le chapitre, c'était sur les tar sands aussi avec Alflag à l'époque. Fait que c'est pour ça que je suis quand même curieux de voir comment... C'est une claque. Hein. C'est une vue de l'intérieur d'une industrie qui est toxique à plusieurs degrés, à plusieurs niveaux. C'est la toxicité humaine, c'est celle environnementale. Ah non, c'est un album formidable. Et on ne peut que se réjouir que dans un type de combat des livres comme ça, que la bande dessinée n'ait pas été évacuée dès le départ. C'est ça. Ce qu'il y avait eu, si on se souvient bien, en 2012... Oh mon Dieu, je redéterre ça. Mais c'est pas grave, je vais le déterrer, Marc. Alors, Marie-Louise Arsenault, qui animait le combat des livres en 2012 à son émission Plus on est de fous, dans les panélistes, il y avait Gildor Roy qui défendait le Guy Delisle, là, qui défendait... C'était quel album de Guy Delisle? Jérusalem, à cette époque? Ouais, Chronique de Jérusalem, ouais, c'est ça. Et donc, et moi... À l'époque, j'avais mon blog sur le site du Journal de Montréal et j'avais annoncé l'argumentaire qui ferait en sorte que le premier titre qui serait évacué de la compétition, ce serait celui de Guy Delisle. Et ça, c'est sans égard au travail extraordinaire que Marie-Louise Arsenault fait comme animatrice, mais comme médiatrice aussi, culturelle et littéraire. Et c'était pas une attaque du Journal de Montréal contre Radio-Canada. De toute façon, je veux dire, moi, d'un bar, j'écrivais pour le Journal de Montréal, mais ce qui me faisait vivre, c'était mon contrat d'acteur à Radio-Canada. Alors, c'était pas une guerre. Bon. Donc, bref, je parle de ça. Et quel ouvrage a été évacué la première journée le lundi? Chronique de Jérusalem. Pour quelles raisons? Toutes les raisons que j'avais évoquées dans mon billet. Et je me souviens à l'époque que Gildor Roy, à l'antenne, m'avait interpellé en me disant « Lâche-moi pas, on va gagner, gendarme. » Et j'étais triste de ça parce que c'était la preuve qu'il y avait tellement encore de chemin à parcourir et de travail à faire. Alors que quand on lit Chronique de Jérusalem, on n'est pas dans une bande dessinée dont le travail repose sur l'obscurantisme du médium. On est dans une bande dessinée qui est très, très ouverte. Oui. C'est une de ces bonnes, d'ailleurs. T'sais, après Shenzhen Pyongyang, là, celle-là... Pyongyang, ouais. Ben, oui, moi j'ai préféré, je pense, Shenzhen. Je trouve que Shenzhen, c'est... Mais en même temps, je comprends aussi que Chronique de Jérusalem, c'était... Dans sa construction, je pense que c'était encore plus accessible. Et c'est bien que ce livre-là ait été de... Au moins, on peut dire qu'il y avait en 2012 une bande dessinée qui était sélectionnée parmi les 5 titres. Mais Delisle, il n'est pas passé à Tout le monde en parle à cause de ce BD-là aussi? Il y a très peu d'auteurs de bande dessinée qui sont passés. Je pense que lui est allé pour ça. Il y a Yves Pépeltier qui est allé pour sa bande dessinée sur... Avec Iris, là? Ben, oui, avec Iris, c'est ça. Sur l'amour. Sur l'amour, oui. Mais je pense qu'il avait parlé aussi de celle pour Juste pour rire, là, il me semble. Mais tu sais, il y a très, très peu. Puis il y a Michel Rabagliati qui est allé, bien évidemment. Mais c'est tout, tu sais. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et moi, je pense qu'une des portes d'entrée du grand public, et j'utilise les guillemets, c'est justement par le truchement d'œuvres comme de corpus comme celui d'Henriette Valium ou de Julie Doucet, qui de toute manière, dès la première approche, on sent bien que c'est beaucoup plus vaste que la bande dessinée. Ils ont une pratique multidisciplinaire et ça paraît. Et moi, je pense que une des clés, une des solutions réside là-dedans. Alors, à ce moment-là, c'est bien que Thomas Louis veuille faire quelque chose avec cette expo-là.
Je sais aussi que Thomas Louis, avec l'équipe de Québec PD, travaille entre autres sur un projet de lieu physique où il y aura une pérennité au niveau d'exposition et tout ça. Ça serait quand même... Ça serait une étape extraordinaire. Mais la prochaine étape, parce qu'il faut toujours penser plus loin, moi je pense que quand des institutions vont accueillir des expositions comme celle de Julie Doucet ou de Valium... Acheter des originaux Oui, aussi. ben là, ça c'est l'autre affaire. Là, comment se fait-il qu'au Québec, dans des grands musées, qu'il n'y ait pas un fonds consacré à l'achat d'originaux? Parce que là, on parle d'une pratique de plus de 100 ans là, au Québec de la bande dessinée. On le sait, c'est parce que c'est où la bande dessinée est rendue, puis c'est comme, c'est les personnes en charge. On dirait que des fois, c'est comme, tu sais, quand une nouvelle génération arrive, puis l'autre doit céder sa place, il me semble que dans les musées, il faudrait qu'il y ait une volonté de dire, OK, ça se passe maintenant. Regardez Julie Doucet, Henriette Valium, il faudrait quand même avoir une coupe de planches, Albert Chartier, il faudrait quand même avoir des planches, puis un paquet de monde, là, fait que ça serait intéressant qu'ils commencent à le faire, puis ça crée un mouvement d'entraînement. Oui, puis c'est un projet de longue haleine, parce que là, c'est de reculer dans le temps pour faire l'acquisition de planches d'artistes fondateurs du médium, et à partir de là, de prendre le relais dans l'actualité aussi, et de se constituer d'un fonds. Il se constitue des fonds, mais je trouve c'est, tu sais, comme il y a des activités au Musée de Québec avec les BDS, puis les dessins qu'ils font, ils vont dans le fond, j'imagine, du Musée de Québec, mais c'est pas des planches, ça, tu sais. Puis... Parce que moi, là, Marc, il y a quelque chose qui m'énerve profondément, et ce sont les collectionneurs. Puis là, je me ferai pas d'amis. C'est pas grave, j'ai un chien. C'est voyons, qui disait qu'il n'avait pas besoin d'amis, qu'il avait un chien? C'était voyons, le premier ministre de la Grande-Bretagne durant la Deuxième Guerre mondiale. Churchill, voilà. Churchill, c'est Churchill, une des nombreuses citations géniales de Churchill, c'est là. Il dit, moi, j'ai pas besoin d'amis, j'ai un chien. Alors, bulldog, hein? Alors l'amour inconditionnel, il l'a, mais le problème aussi au Québec, c'est qu'il y a beaucoup de rétention auprès des collectionneurs. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve que c'est un manque de vision profondément frustrant de savoir que Albert Chartier, ses correspondances, que c'est beaucoup d'originaux, soient dans des boîtes d'un collectionneur qui garde ça jalousement pour lui. Je comprends pas cette idée-là. De toute façon, la collection, pour moi, c'est une condition. C'est une condition qui se soigne. Parce que tu collectionnes des bouteilles de coke ou que tu collectionnes des planches originales, c'est la même chose. C'est le désir incontrôlable de posséder pour pouvoir posséder et dire « je l'ai ». Et moi, je trouve que la bande dessinée québécoise, sa place, ça n'empêche pas qu'il y ait des planches, qu'il y ait des collectionneurs qui en achètent, c'est pas ça. Mon problème avec les collectionneurs, c'est celles et ceux qui sont assis sur des pans de l'histoire. Et que ça doit être dans des musées. Il faut que ce soit ailleurs que dans des caisses de sous-sol de gens qui se frottent les mains en se disant « haha, moi je l'ai ». Et des gens comme ça, Marc, on n'a pas besoin de les nommer, il y en a, on les connaît. Et je trouve ça, et à chaque fois, chaque crise de fois, je vais le dire, j'ai sacré. À chaque crise de fois, Marc, que je vois ça passer sur les réseaux sociaux, ça me met dans une rogne incroyable parce que la bande dessinée appartient à tout le monde. L'histoire de la bande dessinée québécoise, elle n'appartient pas à 2, 3, 4, 5 collectionneurs qui se frottent les mains. Elle appartient au plus grand nombre. Et moi, j'invite ces gens-là à participer du moment que les institutions vont les contacter. Vous avez là une chance inouïe de vous racheter, messieurs, et j'espère que vous ne raterez pas le coche une fois que ce sera le cas, parce que il faut que le 9e art, on arrive au point où là, il faut créer le pont avec les gens qui sont au-delà du 2-3 000 lecteurs, lectrices de ce médium-là au Québec. Parce qu'au final, c'est ça. Là. Ouais. Au moins 2-3 000 de personnes éclairées. C'est au moins... Ben oui, Marc, au Québec, là, un Québécois sur 2 est un analphabète fonctionnel. Je sais, les chiffres sont... C'est terrible, là, tu sais. C'est terrible parce que quand tu vas à Toronto pour des choses comme TICAF, tu vois comment Toronto, c'est vivant.
tu vois comment les gens, le samedi, là, c'était une journée pluvieuse. Là. J'ai jamais vu autant de monde à TCAF, là. Puis j'avais dit, OK, une journée pluvieuse, parfait pour acheter un livre. Puis je m'étais pas trompé. Les gens sont. Tu pouvais plus, il y a une pièce, là, que tu pouvais plus y aller, il y avait un line-up trop long, là. Je dis non, là, je vais y retourner le même matin parce que le truc, c'est d'y aller à l'ouverture. Il y a pas c'est là que tu as le temps de faire le tour. À un moment donné, il y a tellement de monde que tu peux plus voir les tables des gens parce qu'il y a trop de gens devant les tables, tu sais. C'est gros comme ça, tu sais. Puis ça me fait penser parce que Louis Rastelli m'a demandé des photos de TCAF parce qu'il veut encore essayer d'approcher la grande bibliothèque pour faire un événement similaire. Avec l'Exposine? Ouais, puis je dis pourquoi la grande bibliothèque accepte pas, il me semble. C'est dans des endroits comme ça, c'est célébrer le livre sous toutes ses forces, célébrer la lecture, célébrer l'amour des gens pour des livres. Mais pourquoi ces institutions-là, Marc, résistent? Ben, je pense que ça doit être, c'est tout le temps des, ben, tu sais, c'est de la bureaucratie. Oui, mais au-delà de la bureaucratie, est-ce que c'est, parce que bon, tu parles de Louis Rastelli, c'est quelqu'un de très actif. C'est l'organisation, avoir plein de monde, je sais pas, tu sais, on dirait que les gens, ils ont peur, les institutions ont peur que les gens virent fous, qu'ils se saoulent la gueule, qu'ils mettent le feu, je le sais pas, mais c'est une peur de dégénérescence, il y a trop de public, il y a trop de gens, comment qu'on va gérer ça? Puis pourtant, à Toronto, ils le font, ça se fait tellement bien. Fait que c'est quoi le problème? Moi, il n'y a pas de problème, c'est une résistance. Une résistance à quelque chose qui devrait se faire. C'est un lieu public, la grande bibliothèque. Pourquoi qu'on ne peut pas s'en servir? Et c'est leur mandat. Ce sont des... La grande bibliothèque, son mandat en est un d'entremetteur, c'est-à-dire de lier, de mettre en contact des œuvres avec des lecteurs, lectrices, avec des visiteurs. C'est ça le travail. C'est un travail de médiation. Et tout est là. Mais, en tout cas, là, on ne réglera pas tous les problèmes du Québec ici. D'ailleurs, là, tu parlais de TCAF, et là, je veux t'amener à ta présence. Parce que là, au-delà du fait d'aller couvrir Angoulême et d'aller couvrir à Marseille l'exposition de Valium, tu as également sauté dans un train tel un Tintin. Et tu es allé donc au TCAF. Oh, c'est le moment de te rasseoir sur ton téléphone, Marc. Attends, c'est qui m'appelle? C'est peut-être la grande bibliothèque. Oh, non. Alors, vous n'avez pas vu l'expression faciale de Marc, mais c'était certainement pas une institution. Alors, donc c'est ça. Tu es allé à TCAF parce qu'on a remis un prix hommage à Henriette Valium. Je ne sais pas si c'est un prix, c'est une intronisation, dans le fond. C'est que Valium, il y a une institution qui s'appelle les Giants of the North, les Géants du Nord, dans le fond, qui est les auteurs de bandes dessinées qui sont considérés comme des sommités, qu'ils ont atteint un niveau de rayonnance puis représente le Canada dans toute sa multiplicité puis dans ses talents de gens qui ont des visions. Fait que Albert Chartier, je pense, il a été intronisé par il y a quelques années. Ouais, voyons. Par le cartooniste d'Ottawa. Là. Le cartooniste d'Ottawa. Hey, là, dans le jour. Ah, Badeau! Ouais, Badeau, c'est ça. Oui, oui. Fait que c'est Badeau qui a fait le speech pour Chartier. Okay. Fait que moi, je me suis retrouvé à faire le speech d'intronisation de Valium. Hey, c'est incroyable. Ouais, ben, je pense que Sylvia voulait pas le faire, puis je comprends, puis c'est pas évident faire ça, là. Tu sais, il y a de la pression quand même de se retrouver devant toute la... Moi, je dis... Parce que, tu sais, on a des remises de prix, mais les Anglais, c'est gros, tu sais, tout le Canada, puis ils se retrouvent tous au Dog Ride, puis c'est vraiment la crème de la bande dessinée canadienne-anglaise, puis ils se connaissent tous, fait que c'est comme t'arrives là, puis c'est comme je suis déjà allé. Puis moi, en général, les remises de prix, les speeches, je trouve ça long, puis j'ai de la misère à rester. Des fois, je m'esquive, là. Mais comme je dis, mais il y en a que c'est des beaux speeches, mais en général, c'est souvent plus facultatif. Fait que là, ça me met encore plus de pression. Il faut que j'écrive quelque chose sur Valium, tout le bien que je pense, toute l'inspiration qu'il m'a donnée. Fait que c'était un petit peu... Fait que j'allais pour ça, là, pour parler Valium, pour représenter, parce que sachant que ces 4 enfants seraient dans le public. Même, c'était plus qu'ils étaient dans le public. Ils étaient assis dans la première rangée, juste devant moi, puis je savais même pas, tu sais. Et donc, tu as livré un discours en anglais. Ouais, en anglais. Mais c'était correct. Tu sais. Ce discours-là, est-ce qu'on pourra un jour lire le verbatim de ça? Je sais pas. Je sais qu'ils l'ont filmé, mais
Eh mon Dieu, ils l'ont filmé. Il y avait des problèmes de micro. Tu sais, déjà, le premier animateur, quand il a monté sa scène, il y avait de la misère, il prenait le micro. Tu sais, là, je m'approche du micro pour faire l'effet parce qu'on n'entendait rien. On aurait dit qu'il était très loin comme ça. Ah oui, hein? Fait que le son n'était pas terrible. Fait que Dieu sait, puis la caméra, c'était une caméra, juste une place, fait qu'elle était un petit peu en plongée. Fait que tu nous vois devant le tréteau en train de parler, mais le son, en tout cas, je sais pas. Mais tu sais, moi j'aime pas ça me entendre, à part tes podcasts. Non, mais là, attends, Marc. Personne n'aime ça s'entendre, hein? Mais tout a été filmé, fait que ça va exister quelque part, tu sais, c'est dans les archives, puis eux autres, ils sont plus... Je pense qu'au niveau des archives, tout ça, tu sais, il y a un côté quand même qu'eux autres, ils sont impliqués là-dedans, puis je trouve ça intéressant, tu sais. Juste le fait que c'était une médaille, puis une espèce de papier officiel, là, fait que je trouvais ça tellement cute, tu sais, qu'une de ses filles avait la médaille autour du cou, là, ça me touchait beaucoup, tu sais. Puis après ça, ils sont venus... En tout cas, c'est ça. T'avais-tu des questions sur le déroulement? Non, mais moi, j'étais juste curieux parce que... parce que c'est tout un honneur, tu sais, d'aller témoigner, d'aller prendre le micro pour rendre hommage à Valium. Puis tu le fais comme t'as pas hésité à sauter dans l'avion pour aller à Angoulême ou pour descendre à Marseille, tu sais. Moi, je trouve que c'est quelque chose de profondément beau et touchant. Et j'en reviens à l'introduction Et j'en reviens à l'introduction du balado, c'est-à-dire que quand je disais que malgré le fait que tu es un artiste, que tu consacres de ton temps à faire ce devoir de mémoire-là, moi, il y a quelque chose que je trouve de profondément touchant. Et Dieu sait que c'est beaucoup de travail, parce que... Toi, tu le sais aussi. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que... On le sait à quel point, on le constate quand on lit, quand on regarde tes photos, à quel point le niveau d'exigence est élevé dans ton travail. Mais ça doit être un côté socialiste, ça. J'imagine, tu sais, c'est que un moment donné, on peut pas avoir du succès tout seul. C'est tout le temps dû à un paquet de gens qui nous ont aidés, tu sais, de proches ou de loin. Mais tu sais, tu peux atteindre, tu peux aller vivre dans le bois tout seul, puis vivre tout seul, ouais, mais tu as besoin du monde. Puis en même temps, quand les gens t'aident, ben, je pense que c'est ça qu'on crée une communauté, puis une communauté qui s'entraide. Fait que quand tu as un membre de cette communauté-là qui a beaucoup de respect pour, ben, tu sais, tu s'en vas puis tu vas faire un speech pour parce que, tu sais, Valium, tu sais, c'est important. Il y a quelque chose d'important là-dedans d'y aller. Puis, bon, en même temps, c'est un défi, tu sais, aussi aller parler en anglais, faire un speech en anglais. Tu sais, je dois avouer que j'avais des petits papillons dans le ventre, mais ça s'est bien passé. Moi, je te dirais qu'un moment donné, je suis parti, puis c'est comme si je suis rentré en transe, là, puis là, ça sortait, là, puis là, j'étais là, waouh, ça sort. Puis en même temps, je parlais, tu sais, puis en même temps, ça sort, puis je dis, ouais, j'espère que c'est les bonnes affaires qui sortent. Mais ça, je pense que oui, tu sais, il y a juste, la seule affaire, je te dirais, c'est qu'un moment donné, mes cue cards, il y en a deux qui étaient collés ensemble, puis ma meilleure joke, elle n'a pas pu passer, tu sais. Ah, oui, mais en même temps... C'est ça aussi, c'est d'être dans le moment présent quand on... Oui, j'en ai d'autres affaires. Puis tout ce que je tiens, c'est que je pense que ça l'a touché les gens. Je pense que mon amour puis mon amitié, tout le respect que j'ai pour Valium, je pense que les gens l'ont senti puis ça les a affectés. T'sais. Puis c'est intéressant parce qu'il y a plein de gens qui ont dit « Ah, je vais aller voir c'est quoi du Valium. » Parce qu'encore là, t'sais, on peut penser qu'on se connaît tous, mais il y a bien des gens qui ne connaissent pas Valium. Fait que ça, je trouvais ça le fun. Je pense, moi, toutes ces choses-là, c'est juste une excuse pour faire découvrir le travail de Valium, puis le travail de Julie. Malgré que Drone et Cotterly a fait un travail de publicité énorme, oui, super beau, mais Valium, lui, il a besoin d'un petit push encore, là, parce qu'il n'est pas rendu au niveau de reconnaissance de Julie. Ben là, d'ailleurs, il y a, au moment où on se parle, au moment de l'enregistrement, et pour les prochaines semaines à venir, il y a une campagne de socio-financement pilotée par Andy Brown de Conundrum Press pour publier l'intégralité en anglais, là, un coffret Valium. T'as contribué, j'ai contribué. Je mettrai d'ailleurs le lien en fin de balado. Ouais, puis ça, c'est quand même... Bon, moi je suis allé puis j'ai dit à un moment donné, il y a tous les fervents défenseurs de la bande dessinée québécoise qui ont tous été achetés le set de Valium, mais là, il faut que ça soit plus que ça. Faut que ça soit... Parce que moi, ce que je trouve important, c'est que Andy Brown l'a dit, quand Andy Brown a sorti Valium en hardcover, Valium, il était content.
Parce que Valium, vu qu'il y a lu tout le RG, il y a tout ça chez nous, les auteurs québécois en BD. C'est quand tu te retrouves publié en hardcover, on dirait que ça vient joindre la vie d'adulte puis la vie d'enfance. Fait que tous tes plaisirs que tu as eu de la bande dessinée de ce format-là particulier, ben un jour tu finis par faire de la bande dessinée dans ce format-là, puis on dirait qu'il y a quelque chose de touchant dans ce cercle, comme diraient les Anglais, full circle. Ouais. Fait que Valium, lui, ça l'avait touché de sortir le Palais des Champions dans le format. Fait que c'est un petit peu ça l'idée d'Andy, c'est qu'il sort, c'est comme si c'était un coffret Valium, mais avec un petit clin d'œil à RG dans la façon dont c'est présenté. Puis moi, ce que je trouve important, c'est l'intégrale de Valium. Tu vois, des choses qui n'ont jamais été publiées encore dans ce coffret-là. Puis on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir en français. Va-t-il sortir en français un jour? Un éditeur a-t-il les moyens de le sortir en français? Valium sera-t-il assez célèbre pour qu'il y ait assez de gens qui l'achètent? Fait que ça, c'est tout l'avenir. L'avenir est incertain. Fait que là, allez voir, achetez-le. Parce que quelque part, si vous achetez ce coffret-là, ben vous investissez dans la bande dessinée québécoise francophone, même s'il est en anglais, parce que ça montre qu'il y a un intérêt pour Valium. Puis chaque coffret, moi, c'est drôle, je parlais à Nico, c'est un Belge qui travaille à Fanzinothèque à Bruxelles, puis qui est allé à Marseille, qui a même fait un Valium pirate, juste pour publier Valium, parce que personne ne le connaît en Belgique. Fait qu'il était là, tu sais, puis lui, il me dit, moi, j'en ai acheté 10, 15, 20 coffrets, on va en vendre en Belgique, on va en vendre aux bibliothèques, tout ça. Fait que là, Chris, il y a du monde de l'extérieur qui sont encore plus fans du travail des auteurs québécois, puis qui vont faire un travail incroyable de promotion. Fait que là, on peut être fier de notre Valium, puis l'acheter ici, là. Fait que, allez-y, c'est pas si cher que ça. Compte tenu de tout ce qu'il y a, c'est ça. C'est vraiment pas cher. C'est ça, c'est pas cher. Puis je me rappelle, même Andy Brown, je l'ai descendu de 25$ pour que les gens y aillent. Fait que je fais pas juste vendre du Valium, mais tu sais, moi je trouve que c'est un coffret important, puis ça serait triste que ça marche pas, qu'on se rende pas à 100% du financement. Ce serait vraiment triste, effectivement. Puis tu sais, la barrière de la langue, ce qu'il faut savoir, c'est que la langue, chez Valium, c'est un matériau. D'ailleurs, c'est drôle, hein, parce que je lisais l'album jeunesse de Francis Desharnais sur Claude Gauvreau. Okay. Extraordinaire travail. Ce que Francis Desharnais a fait, un livre pour enfants sur Claude Gauvreau. C'est sûr que sur papier, le pitch, tu dis, oh my god, ok, c'est assez incertain. Et il a réussi, il a fait un travail formidable. Allez vous chercher ça, c'est aux éditions de la Bagnole. 18,95 je crois, un petit livre, petit dans sa taille, là, pas dans sa portée, Dieu sait. La couverture est super couverture belle. Rigide, et le travail graphique de Francis, là, de réussir à simplifier Claude Gauvreau, en tout cas à densifier dans un trait, mais vraiment jeté, c'est magnifique. Et en lisant ça et en ayant joué, j'ai joué moi un texte de Claude Gauvreau un jour sur scène, et en fait, ce que j'ai fait comme lien, c'est que Valium, il est de la trempe de Claude Gauvreau. C'est-à-dire que le langage chez Gauvreau, c'est un matériau. C'est une... Et on ne détient pas toutes les clés. Et on s'en fout parce que c'est à chacun et à chacune de se frayer un chemin. Et chez Valium, le langage en anglais, c'est un matériau. Oui, parce que c'est lui qui le traduit. Exactement. C'est pas quelqu'un d'autre, ça reste du Valium. C'est du Valium pur jus. Il développe une espèce de méta-langage comme Claude Gauvreau. Alors, vous ne perdez absolument rien à lire du Valium en anglais, je le dis, parce que pour moi, il est de la trempe de Claude Gauvreau. C'est quelqu'un qui a pris une langue et qui l'a... Et chez Valium, c'est un langage non seulement au niveau de la parole, mais au niveau graphique aussi. Ouais. C'est un Gauvreau. Il est de cette trempe-là. Cette brillance. Oui. Là. Cette éloquence-là aussi. Ce brin de folie, mais ce travail. Parce que Gauvreau, c'est quelqu'un qui travaillait comme un forcené. Comme Valium. Comme Valium, exactement. Donc j'espère que ça ne freinera pas les lectrices et lecteurs, les francophiles, de mettre la main sur ce coffret-là. Allez-y. Ça va nous permettre à nous tous de l'avoir. Et ça va permettre à des gens de découvrir le travail. Ça va permettre aussi à Valium, à ce coffret-là, de s'en aller partout dans le monde. Ça, voilà. Pour moi, c'est ça, on plante des graines, puis on sème quelque chose qui va... C'est ça. Des fois, les gens veulent avoir tout de suite, mais
je pense qu'en vieillissant, c'est bon d'être patient. Parce que tu vois des choses qui prennent de l'ampleur avec le temps, avec raison. Puis je pense que Valium, puis la reconnaissance de la BDQ, des artistes comme Valium puis Julie, ben ça prend de l'expansion. Parce que moi, j'allais dire, je sais aussi qu'il y a beaucoup d'artistes en art visuel qui sont frustrés, qui sont âgés, qui ont des pratiques depuis 30-40 ans, puis ils se retrouvent pas visés. Fait que on les monte pas en musée. Puis je pense que c'est toute une affaire du Québec comme année. Il faudrait se réveiller. Puis les artistes au Québec sont incroyables. Ils font des choses, tu sais, puis on dirait qu'on les met à côté, puis c'est pas eux autres, mais en tout cas, il y a des affaires il y a des affaires de Québec à battre, là, qui a changé, puis pourtant, le Québec, du fait de sa situation géographique, linguistique et culturelle, Dieu sait que c'est une pépinière extraordinaire de talent dans tous les médiums confondus. Là. Tous les médiums confondus. Hey, on pourrait prendre le contrôle du monde si on voulait, tu sais. Pas besoin, Marc, il faut le partager, le monde. L'hégémonie québécoise. On est dans de la science-fiction, mais... Non, mais je niaise, mais je pense que moi aussi, je suis d'accord. J'ai tout le temps pensé que si on investit dans la culture encore plus qu'on le fait maintenant, ça nous reviendrait au centuple. Mais il faut investir autrement que de signer des chèques, là. Entendons-nous, il faut faire un travail de médiation. Et ça aussi, c'est un investissement. Ouais, tu sais, montrer, faire découvrir, faire comprendre, tu sais. Mais c'est ça. Mais je peux juste dire que tout le monde qui peut faire quelque chose, ils font le plus qu'ils peuvent. Ah, puis au-delà. Puis moi, je trouve que tu en es l'incarnation. Je trouve que tu fais un travail admirable. Ça prend beaucoup de générosité. Ça prend beaucoup de courage aussi de faire ce que tu as fait, c'est-à-dire de te dire, moi, j'attends pas après les institutions, j'attends pas après les canaux officiels, j'y vais, moi. J'y vais, je plonge, puis je vais aller documenter ça. Et au nom de plein de Jean-Marc, je t'en remercie. Je trouve que c'est un dévouement qui est sincère, qui est touchant. Et au nom de tous celles et ceux qui avons passé à travers ton regard et à travers ton témoignage, merci. Et j'ose espérer qu'il y a des institutions qui, à un moment donné, vont répondre à l'appel, vont se réveiller, parce que tout est là. Hein? Ouais, ben c'est ça. Fait que si vous voulez, vous pouvez contacter Jean-Dominique ou moi pour avoir nos 2 courriels. On est disponible. Bon, écoute Marc, c'est gentil, ma cour est déjà assez pleine. Ceci dit, j'accepte toujours. Tu le sais, t'es pareil. On dit toujours oui, même quand la vie nous dit non, ta cour est assez pleine. Mais bon, tu dis ok, on va dire oui, un oui de plus. Ouais, parce qu'un jour, moi et toi, il faut faire nos propres projets à nous autres. Oui, puis un jour, moi aussi, tu sais, je vais redevenir qu'un simple lecteur aussi, puis cette idée-là me plaît aussi, de me dire qu'un jour, moi, je remettrai, j'ai une boîte avec l'essentiel de mon travail, de mes notes, et à quiconque voudra prendre le relais ou sera intéressé, ben moi, ça me fera plaisir de le passer. Mais il y en a qui prennent le relais. C'est ça que je commence. Il y a Isabeau là, qui a fait son livre, puis je l'ai rencontré, puis il est super cool. Puis je sais pas si tu as remarqué, mais à la grande bibliothèque, il y a une section fanzine maintenant. Ouais. C'est fou, là. Moi, ça me fait... Je souris, puis je suis tellement content parce que c'est comme une bataille. Avant, le fanzine, on s'en foutait, on considérait pas ça. C'était comme... Mais non, c'était comme toute une génération qui prenait ça, qui s'exprimait d'une façon qui n'avait pas besoin. Les médias de masse, non, nous autres, on y allait, on prenait ça dans nos mains. Puis là, c'est rendu dans une grande bibliothèque. Dans une institution, et c'est pérenne. Ouais. Donc, il y a ça aussi, il y a cet aspect-là, moi, que je trouve réjouissant, même si c'est contre-culture, dans la mesure où un fanzine s'était fait au point de départ pour être éphémère, entendons-nous. Tu sais, quand on imprime 100 exemplaires d'un truc broché, puis qu'on le vend au Faux-Foun électrique en 92, puis qu'on vend ses 100 copies, puis que c'est terminé, il y a quelque chose de beau dans le geste. Ouais, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas bien plus que 100 personnes qui allaient l'acheter, là, tu sais. C'est pour ça que souvent, on envoyait par la poste, parce que là, on découvrait d'autres groupes de gens qui étaient intéressés. Fait que, tu sais, si on dit qu'à cette époque-là, fin des années 80, le lectorat, c'était une centaine de personnes. Là, on disait qu'on était rendu à 2000, 3000. 3000, ouais, peut-être. Fait que, tu sais, ça grossit quand même. Ah oui, c'est sûr que ça grossit. On aimerait que ça grossisse plus. Ben, on aimerait que les auteurs de BD puissent en vivre un petit peu mieux. Mais ça, pour en vivre un peu mieux, il y a toute une chaîne. Il y a toute une chaîne à alimenter. Et encore là, moi, je pense que
le point de départ de ça, c'est la médiation. Parce que le corpus est là, l'œuvre est là, le milieu est là. On a énormément de talent, tu le disais tantôt au Québec. Puis là, on a différentes générations d'auteurs. Donc, la pratique se renouvelle, elle se densifie, Puis, elle va chercher des nouvelles générations, des jeunes générations. Ouais. Ça, c'est le fun. Ouais. Parce que là, tout d'un coup, il y en a, tu sais, un moment donné, je commence à, comme tu disais, je commence à avoir le temps où moi, je vais pouvoir masser, puis lire ma pile de BD qui s'accumule, là, puis tranquillement, tu sais, parce qu'il va y avoir d'autres gens qui vont être là, puis qui vont prendre notre place. Puis c'est ça que moi, je trouve ça le fun. Ben oui, il faut, parce que ça, c'est un marathon, hein? Ouais. C'est un marathon, donc c'est sur la durée. Et il y a eu des gens avant nous, il y aura des gens après nous. C'est ça. Moi, je pourrais pas faire le travail de médiation que je fais s'il n'y avait pas eu Jacques Urtubise, s'il n'y avait pas eu Jacques Sanson, s'il n'y avait pas eu Richard Langlois et compagnie. Je veux dire, on leur sera éternellement redevable parce que ces gens-là ont défriché bien avant l'Internet, bien avant les systèmes de communication établis desquels nous, sur lesquels on se repose aujourd'hui en 2023. Donc, écoute Marc, merci. Ouais, on a sûrement dépassé notre heure. Ah non, mais c'est pas grave ça. C'est pas grave, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de grille, on fait ce qu'on veut et on éteint le micro quand on est allé au bout. Ouais, à part pour le coffret de Valium. Oui, le coffret de Valium. Et je mettrai les liens en fin de balado et peu importe où qu'il soit diffusé sur iTunes, sur Amazon ou encore sur Spotify, tous les liens vont se trouver là. Vous pourrez donc fureter les internets et aller vous enquérir de cet extraordinaire coffret de Valium. Donc, Marc, merci beaucoup de ton témoignage. Évidemment, je sais que ce ne sera pas la dernière fois que tu passeras à ce micro. Ouais, merci Jean-Dominique, parce que moi, je voulais être co-animateur, je te l'avais dit. Mais oui, mais ça serait chouette aussi, ça serait une autre formule, et ce serait un travail aussi de médiation. Hein? Ouais, un jour, on parlera d'idées farfelues. Là, parce qu'on n'en manque pas. Hein? Non. On est peut-être vieux, mais on n'est pas fini. Hein? Non, loin de là, tu sais. Écoute, merci encore une fois, merci beaucoup de ton temps, merci de ta dévotion, merci de tes lumières, et bravo, et bon vent, cher ami. Merci, bon retour. Pour suivre Julie Doucet, rendez-vous au juliedoucet.net. Pour vous enquérir des dernières actualités concernant Henriette Valium, cherchez le groupe Facebook Valium Forever, du Valium pour toujours. Pour lire le reportage de Marc Tessier publié sur le site du Comics Journal, rendez-vous au tcj.com/Doucet, and Valium, Angoulême and Marseille. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour nous suivre, rendez-vous au rss.com, podcast au pluriel, / entre deux cases. À bientôt.